Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia El Soleiman, qui est présidente de Singa Nantes et qui va intervenir à travers son témoignage pour nous éclairer sur ces sujets. Singa, c'est une organisation internationale qui contribue à créer une société plus inclusive en rassemblant locaux et nouveaux arrivants, personnes réfugiées, demandeurs d'asile, autour de projets sociaux, professionnels et entrepreneuriaux. Merci Nadia d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui pour la première fois à Rennes. Et voilà, j'étais vraiment étonnée de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Cette question de statistiques me stresse un peu. Du coup, j'espère que je ferai partie de la partie verte foncée. Guillaume Capel, cofondateur de Singa, a écrit il y a quelques jours « 70% des exilés dans le monde sont des femmes et des enfants selon le CNHCR en 2023 ». C'est difficile de s'en rendre compte parce que lorsqu'on tape migrants ou immigrés dans un moteur de recherche, on tombe sur une iconographie qui raconte une autre histoire. C'est rare qu'on voit un visage ou une personne. C'est souvent une foule, un groupe anonyme, majoritairement masculin, réunis sur une embarcation de fortune ou dans une file d'attente, en grande détresse ou à l'air agressif. Un groupe auquel on prêtait facilement des intentions communes, des problèmes similaires. C'est facile de ressentir une distance, de l'indifférence ou de la peur. Offrir un espace d'écoute, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire. Souvent, on parle de nous à la troisième personne. Alors aujourd'hui, je suis venue vous rencontrer, m'exprimer à la première personne, car c'est le chemin le plus court vers le cœur. En tant que non-native, le discours, l'improvisation, c'est un risque délicat. C'est pour ça le discours préparé me donne force et confiance. Toutefois, le contexte politique de ces dernières semaines, et surtout hier, ont fait que mes mots sur les feuilles se sont embrouillés et mes propos ont vacillé. J'ai un doute sur ma légitimité à parler. Mais c'est à cause de ce contexte que je suis venue aujourd'hui de ma ville d'adoption, Nantes, pour vous partager mon histoire et celle de ceux qui comptent sur moi pour faire entendre leur voix. La première question qu'on m'a posée à mon arrivée en France en juin 2015 concernait les raisons pour lesquelles j'avais quitté la Syrie. À cette époque, cette question m'a étonnée, car pour moi, la réponse était évidente. On ne demande pas à un survivant pourquoi il a survécu. Et malgré cela, je me suis retrouvée à justifier un choix comme si j'avais la liberté de le faire. Tous les Syriens ont été obligés de partir à cause de l'injustice, de la terreur, de la menace de mort à tout moment. Je pense que tous les Syriens ont vécu des moments où se sont demandé s'ils allaient se réveiller le lendemain. C'est un contexte de guerre indescriptible en quelques mots. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est la vitesse à laquelle la violence s'est propagée et la division du monde en deux, pour et contre. C'est se rendre compte à quel point la peur peut dominer et peut transformer notre façon de penser et d'agir. Ce qui m'a marqué également, c'est l'adaptabilité négative de l'être humain. On s'adapte à la menace, à l'insécurité. On relativise la perte et la mort, au point d'arrêter de pleurer nos aïeux, en se disant qu'au moins eux, ils ont vécu. Les gens réagissent à la manière de décès plutôt à la perte d'une personne chère. Comment elle est morte?
mon Dieu, merci Dieu, elle n'a pas été kidnappée, torturée, violée. Elle a eu une mort naturelle. Mon mari a été emprisonné, torturé pendant 5 mois, pendant lesquels je ne savais pas s'il était vivant ou mort. Le régime voulait se débarrasser de toutes les voies laïques, intellectuelles et raisonnables, en les emprisonnant, en les torturant jusqu'à la mort. Il voulait transformer le soulèvement syrien en une guerre contre le terrorisme, tout en ne manquant aucune occasion de le planter et de le nourrir. C'était un choix idéal pour lui. C'est ça le scénario qu'il voulait. Soit moi, soit les terroristes. Mon mari est sorti et à ce jour, on ne sait pas comment et pourquoi. Ensuite, nous avons passé 3 ans à nous déplacer d'une ville en ville, là où on cherche un quoi, où on ne serait pas repéré. Jusqu'à ce qu'on tue mon beau-père pour nous adresser un message de menace. Là, il fallait quitter, il fallait partir, il fallait offrir à notre fille de 5 ans une vie. Vous savez, à ce jour, il y a 2 moments cruciaux qui hantent mon esprit. Le premier, c'était avant de partir. J'ai tenté de m'imprégner de l'odeur de ma mère et de mon père pour en garder le souvenir le plus longtemps possible. Je m'en demandais si ce n'était pas la dernière fois que je le faisais. J'avais conscience que c'était davantage un adieu qu'une promesse de retrouvailles futures. Et le deuxième moment, c'était en chemin. Mon mari m'a confié tous les papiers et le peu d'argent que nous avions. Il m'a fait promettre de continuer jusqu'en France avec notre fille s'il devait être arrêté. Une fois que nous avons franchi les frontières entre la Syrie et le Liban, on a demandé au chauffeur de s'arrêter. Il est descendu de la voiture. Et là, je le vois respirer profondément, comme s'il prenait sa première bouffée après sa naissance. Son visage a changé. La peur avait disparu. Et je reconnaissais à nouveau le visage de mon mari perdu depuis 5 ans. À notre arrivée, parmi mes premières impressions fortes, c'est qu'on est survivant. On a envie de crier à tout le monde qu'on est là. Je pense qu'on attendait qu'on soit accueillis, qu'on soit rassurés, qu'on nous dise c'est terminé, tout va bien et que nous avons le droit à une période de rétablissement. Alors que je me trouvais entourée de préjugés. Être triée dans des cases a fait que ma vie s'est transformée en quête. Prouver à tout le monde qu'on n'est pas ce que vous pensez. C'est pourquoi j'ai eu l'habitude de formuler mes réponses pour que ce soit acceptable par mon interlocuteur, pour qu'il me positionne dans la case « bon migrant ». Pourquoi avez-vous choisi la France? C'est la France qui nous a choisis. On a fait des demandes de visa à l'ambassade française au Liban. On a eu des visas de long séjour. Ça aurait pu être l'Allemagne ou n'importe quel pays. On ne choisit pas dans ces cas-là. C'est vrai. Mais ce n'était pas tout ce que je pensais. J'ai grandi avec un conte féerique sur un pays où il était une fois une révolution qui a laissé des valeurs enracinées et qui continue à pousser quoi qu'il arrive. Sur un pays où les murs n'ont pas d'oreilles, où les gens disent ce qu'ils pensent et vivent ce qu'ils croient. Sur un pays où tu peux rêver et réaliser que tu sois un homme ou une femme. J'ai rigolé avec Molière, j'ai rêvé avec Phèdre, j'ai souffert en lisant Sartre. La France n'était pas un choix, mais la France était la version idéale. La France est ma passion. Je voulais partager cette passion. Néanmoins, l'isolement social était une véritable souffrance. Comme si on était des fantômes invisibles. Je cherchais à rencontrer des gens, à discuter, à parler, à partager, créer des liens. Ce dont on avait besoin, c'est de créer autour de ma famille un cercle sécurisant d'êtres humains, des locaux, des Français.
La question du travail. La question du travail m'a été posée dès que j'ai franchi les frontières. Dès que la question d'avoir un lieu sécurisé pour ma fille et pour ma famille a cessé de hanter mon esprit. Des proches m'ont conseillé de commencer à chercher un métier, en me confirmant que je ne pourrais pas enseigner le français en France, le pays des Français. Pendant mes premiers mois à nous déplacer de ville en ville, le monde associatif est devenu mon refuge. Je soutenais les élèves avec Aide Versa à Évreux. J'aidais les migrants à apprendre le français avec le Secours catholique. Je me sentais vivante, retrouvant une certaine valeur que j'avais perdue. On est riche maintenant, a répété la présidente de Secours catholique 2 fois le matin où elle m'avait accueillie. Vous dévalorisez les métiers, vous n'acceptez pas ce qu'on vous propose. Quand on ne travaille pas, on n'a pas le droit de choisir où on habite, m'a reproché l'assistante sociale de France Terre d'Asile cet après-midi-là. Mon choix était pris. Je trouvais mon seul issue dans la reprise des études. Un choix qui n'était pas facile car j'avais à tout moment peur de l'échec. J'ai eu la chance de parler suffisamment le français pour que cette voie soit accessible. Je cherchais une reconnaissance, pas de mes diplômes et de mes expériences, mais de mes compétences, de mon existence. Je cherchais à devenir maître de mes actes, pour pouvoir choisir ma place dans la société et mon avenir, car je savais que c'était le seul moyen pour exprimer ma gratitude à la France. Reprendre les études et obtenir des diplômes français n'assure pas une inclusion professionnelle rapide, certes, mais c'est le premier pas vers la confiance et la reconnaissance dont on a tellement besoin. C'était ce choix qui m'a permis d'apprendre à oser dire, oser défendre mes 4 ans d'études en Syrie et mes 10 ans d'expérience professionnelle qu'on voulait supprimer. C'était ce choix qui m'a permis d'arrêter de dire « j'étais » et d'apprendre à dire « je suis ». Je ne suis pas seule. Rim, Iman, Sheima, Dummar et plein d'autres. J'étais professeur, j'étais psychologue, j'étais sociologue, j'étais ingénieur. Pourquoi on pense qu'on l'était et qu'on n'a pas le droit de le rester, si on savait déjà qu'on n'a pas cette légitimité? Lorsque nous abordons le sujet de l'intégration, aujourd'hui, nous mettons l'accent en premier lieu sur l'insertion professionnelle. Nous présentons les chiffres et les résultats des mesures descendantes mises en place pour accélérer l'inclusion des migrants dans le marché du travail. Mais nous ne discutons jamais d'égalité des chances, d'épanouissement ou de richesse apportée. Nous ne discutons jamais d'un travail du bien-être. Pour un nouvel arrivant, la recherche de l'emploi est souvent synonyme de déclassement progressif, avec une perte de confiance, de repères, d'espoir et de sens. Travailler devient pour lui alors à percevoir un salaire le plus vite possible, parce qu'il sait que son estime de soi au sein de la société, être un bon migrant, dépend de son autonomie financière. Discuter du travail, du bien-être pour les nouveaux arrivants, c'est en premier plan lutter pour l'inclusion et contre la discrimination. S'enrichir de la diversité plutôt que la subir. S'enrichir de la différence, du regard différent. Adopter une approche interculturelle. Aller à la rencontre de l'autre. Essayer de le connaître, de le soutenir pour sortir de son isolement. Lutter contre la discrimination, c'est donner à chacun le droit à se former, à être accompagné, à développer ses compétences, à lui permettre de dépasser les contraintes liées à la différence des codes socioculturels et professionnels. C'est favoriser son autonomie en lui fournissant les outils nécessaires qui vont lui permettre d'agir et non pas de subir. Lutter pour une société inclusive, une école inclusive, un monde professionnel inclusif. On entend beaucoup ce mot, l'inclusion. On l'utilise souvent.
parfois à tort. Je vais prendre le risque de définir à nouveau. Une organisation est dite inclusive, selon l'anthropologue Charles Gardou, quand on est capable de se flexibiliser pour offrir à chacun, au sein de l'ensemble commun, un chez-soi, pour tous, sans toutefois neutraliser les besoins, désirs ou destins singuliers. J'ai pris la décision de me former avec un master en sciences de langage et je me suis spécialisée dans l'apprentissage du français comme un outil d'intégration. J'ai rencontré des jeunes nouvellement scolarisés en France, en manque total de confiance en eux, même s'ils avaient une volonté de faire. J'ai rencontré des parents doutant de leur rôle, voire perdant leur rôle dans l'éducation et la scolarité de leurs enfants. Je me suis engagée dans la lutte pour l'égalité des chances dans la réussite scolaire. Et j'ai rêvé d'une structure clé pour l'inclusion sociale, scolaire, des élèves et de leurs parents allophones. Une structure qui répond à un des besoins éducatifs majeurs de notre société et de nos générations futures. Après plusieurs candidatures auxquelles je n'ai pas eu de réponse, heureusement, j'ai pris le risque et mon rêve s'est réalisé après avoir découvert l'opportunité de l'entrepreneuriat en découvrant l'association que je préside aujourd'hui à Nantes, Singa. Et j'ai créé l'association ARIA pour la réussite des élèves allophones. Dans notre réseau d'associations, c'est cette façon de voir le monde qu'on essaie de soutenir et de développer. Plutôt que les métiers en tension, on aime parler des compétences inutilisées. Plutôt que d'insertion, on aime parler d'épanouissement professionnel. Mais c'est compatible, c'est ça qui est bien. Des compétences difficiles à valoriser dans une nouvelle société, c'est potentiellement des compétences rares. Offrir une chance à un nouvel arrivant, c'est lui permettre de s'épanouir, c'est le soutenir dans son parcours de résilience, qui passe nécessairement par le lien social. Cette chose si importante que l'individualisme détruit en ce moment. Notre défi devient de plus en plus grand. Changer le narratif, briser les barrières, dépasser les préjugés, c'est ça qui ouvre la voie à un avenir où chaque individu, indépendamment de son origine, peut pleinement réaliser son potentiel et contribuer à la richesse de notre société. C'est ainsi que nous répondons à la diabolisation du migrant. Nous répondons à une menace de notre existence, de l'existence de la France telle qu'on la connaît et à laquelle nous croyons. Les migrants ont tous un visage, une histoire personnelle, un vécu. Vouloir les réduire à une simple trajectoire, c'est leur ôter leur humanité. Vous l'avez compris. Changement climatique. Régime totalitaire et injustice sociale. Guerre. Là, vous pouvez voir ma ville natale, Homs, avant et après. Et puis, on a une crise humanitaire. Je vous remercie pour ce temps de lien social. Il suffit parfois que 20 minutes. Merci.
hier, après avoir vécu les résultats, je me doutais. Je doutais en plein de choses et je me suis dit, mais comment je vais me tenir devant vous sans pleurer? Et je me suis promise de ne pas pleurer. Du coup, merci beaucoup. Merci. Merci Nadia. Transition après ça. Merci beaucoup Nadia. Alors, on s'était dit qu'un petit temps en silence pouvait être le bienvenu. Je vous propose de prendre 7 minutes, chacun pour soi, voilà, pour digérer et puis s'interroger sur peut-être un élan que vous avez. N'hésitez pas à utiliser votre petit carnet pour noter aussi. Le silence, c'est bien aussi. Et si quelqu'un souhaite partager une réaction, une question pour Nadia, eh bien c'est le moment. Et c'est pas obligatoire. Pas de questions? Eh bien, encore un énorme merci, Nadia, pour ton témoignage. Et puis de nous rappeler ce qu'est l'humanité. Merci. Merci beaucoup.